Sylvain, je voulais dire que ceux qui ont des questions, qui n'hésitent pas à lever le bras et je viendrai vous apporter le micro. Voilà, donc bonjour à tous. Merci à Sylvain qui m'a présenté, qui a animé tout à l'heure une conférence. J'espère que vous avez pu y assister, c'était extrêmement intéressant. Il s'est dit des choses, peut-être que vous y avez assisté si vous souhaitez ensuite rebondir. Je souhaite une conférence naturellement ouverte, alors je ne pourrai pas répondre forcément à toutes les questions, le temps est assez court. Par contre, j'aurai plaisir à vous rencontrer. Peut-être pas tout à l'heure parce que ça risque de faire bien, mais demain, toute la journée, je serai présent au stand de Sylvain, C28. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, donc aujourd'hui j'ai tenu à vous présenter un petit peu le marché de l'hydromel, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur ce produit. Je commencerai tout simplement par un petit sondage. Je voudrais savoir qui est apiculteur. Levez la main si vous connaissiez. Ok, comme je m'y attendais, c'est une grande majorité. Donc ça fait partie de vos attentes. Je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Qui a déjà fait de l'hydromel? C'est magnifique, c'est super. Qui veut venir devant? Personne? Parce que je me sens un peu seul. On va faire avec. Bonjour. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui du marché de l'hydromel. Je vais aussi essayer d'abolir certaines idées étriquées qu'on en a. Le marché est en train de s'ouvrir aujourd'hui, que ce soit en France, c'est très timide. Je vais vous expliquer pourquoi, ou alors à l'international, notamment aux États-Unis et en Europe. Donc voilà, certains d'entre vous me connaissent, je m'appelle Fabien Kachmarek, je suis hydromélier dans le Cantal, formateur et auteur du livre L'Hydromel, que vous retrouverez aussi demain si vous souhaitez venir discuter du livre au stand. Je vous fais un petit rappel de mon parcours très rapidement, ça vous donnera un petit peu une image de ce que j'ai traversé. Et donc en 2013, vous voyez, il y a presque 10 ans aujourd'hui, donc je réalise mes premiers hydromels. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, hein, parce que sinon on en a pour un petit moment, et vous allez vous ennuyer. Et je réalise mes premiers essais qui ne sont pas trop prometteurs. Et du coup, j'ai insisté. Alors, ce que j'avais remarqué à l'époque, c'est qu'il y avait un manque de diffusion des informations sur la production, la fabrication, la création de l'hydromel. Les seuls ouvrages de référence qu'on pouvait avoir, qui étaient, on va dire, suffisamment complets pour pouvoir attaquer le sujet sans trop de problème, étaient des ouvrages américains. Et donc moi, j'ai un petit peu tiqué. J'ai été obligé de me former, et ce qui a été très bien d'ailleurs, très formateur, auprès d'ouvrages d'œnologie, de vinification. La réflexion était simple, c'est-à-dire que le vin, c'est, grosso modo, c'est du sucre qui fermente. L'hydromel, hydro-eau, méli, c'est du miel qui fermente. Alors effectivement, on sera amené, on ne parlera pas de technicité, mais on sera amené à brasser le miel avec de l'eau de source. Donc ces premiers essais, il faut à peu près 2 ans pour acquérir la technique suffisante. En 2016, je décide de me tester, parce que c'est bien beau de faire un produit, mais si on ne le teste pas de manière objective, on ne sait pas ce que ça vaut. J'envoie ça à un concours, très beau résultat, je suis très content, j'ai eu un coup de cœur de la presse, et une médaille d'or. Ce qui m'incite plus tard à m'installer en professionnel. Donc de là, je prends mes valises. J'étais à la frontière belge à l'époque. Je suis ch'ti d'origine. Et je me suis expatrié dans le Cantal. Ville magnifique, venez nous voir. La région aussi, Bretagne est très belle, hein, je ne dis pas le Cantal. Donc je m'installe en professionnel. Et en 2018, donc ça faisait un an que j'étais installé, je me sens très seul dans la fabrication de l'hydromel. Je ne trouve pas beaucoup de références, pas d'informations, et je décide, grâce aux réseaux sociaux, un petit peu de lancer des appels, et progressivement, je rencontre des gens, dont Sylvain Lecras, par exemple, on s'est un peu lié d'amitié avec d'autres hydroméliers professionnels, mais pas que français. On s'est rencontrés à Marcollès, on a été une dizaine, ils sont venus d'Espagne, ils sont venus d'Ukraine, ils sont venus d'un petit peu partout, de Belgique, de l'Espagne, je l'ai déjà dit. Et on s'est rencontrés, on a discuté, on a fait le même constat, c'est-à-dire qu'en étant producteur d'hydromel, on se sentait seul, on avait les mêmes problématiques et personne à qui parler. Alors on a commencé à échanger et se dire que l'hydromel, finalement, c'était un vrai produit d'avenir. Aujourd'hui, l'hydromel n'est pas, comme certains encore peuvent le penser, et j'espère le moins possible, un sous-produit de l'agriculture. L'hydromel devient
aujourd'hui un produit à haute valeur ajoutée. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Suite à cette rencontre, voilà, je mène ma petite part de producteur. Et ensuite, 2020, Covid, production, distribution très compliquée. Et je me retrouve avec un petit peu de temps libre. Et je m'étais toujours promis de réaliser ce que je n'avais pas pu avoir accès, c'est-à-dire un ouvrage, j'aime écrire, et je voulais diffuser des connaissances techniques, mais aussi un petit peu partager mon expérience, mes erreurs, ce qu'il y avait à faire, à ne pas faire. L'idée, c'était que vous puissiez, en lisant ce livre, gagner quelques années. Parce que je vous disais tout à l'heure, il a fallu entre 2 et 3 ans de pratique, d'erreurs, d'essais, avant d'aboutir à un hydromel que je considérais correct, et qui n'a cessé de s'améliorer avec le temps, ce qui sera aussi votre cas, j'en suis persuadé. En 2022, voilà, donc en début d'année, je commence à proposer des formations. On parlera des formations plus tard, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup ici, allez les voir, allez les rencontrer, faites des formations, c'est toujours un moment de partage exceptionnel, du côté humain. Alors, l'hydromel est un produit très paradoxal. C'est-à-dire qu'on est, je pense que vous le savez, sur la boisson alcoolisée la plus ancienne au monde, et pourtant la plus moderne. Alors effectivement, je tire un peu les couvertures vers moi, les brasseurs vont dire que c'était la bière la plus vieille, les vignerons vont dire que c'était le vin, voilà, tout me porte à croire que c'était quand même le miel, étant donné que c'était la seule substance sucrée que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs pouvaient conserver tout l'hiver. Donc ils récoltaient du miel, ils étaient capables de le conserver, soit dans des jarres, etc., mais toujours dans des récipients qui traversaient l'hiver et qui amenaient un petit peu d'oxygène et puis surtout de l'humidité, qui fait que les levains, les levures présentes naturellement dans le miel, se mettaient à se développer. Et puis on s'est bien rendu compte, à force d'observer la nature, qu'il y avait une transformation qui nous plaisait, etc. On n'a pas attendu de planter de la vigne ou de semer des champs d'orge pour récolter du miel et de se rendre compte de cette transformation. C'est un peu comme ça que je vois l'histoire. J'aurais bien aimé être l'homme préhistorique qui a accompagné, qui a vu tout ça, non, malheureusement c'est pas possible. Donc aujourd'hui, pourquoi l'hydromel est en passe de redevenir une boisson à haute valeur ajoutée, comme je vous le disais? Il y a plein de raisons à cela. Donc vous êtes apiculteur, beaucoup, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous savez très bien que l'abeille véhicule une image positive. Déjà, pour le consommateur, l'abeille c'est la sentinelle de l'environnement, l'abeille c'est un peu la mascotte qui va défendre nos idées en termes d'écologie. Et Dieu sait si en ce moment le débat est assez intense et important. Donc cette image qui est véhiculée va jouer en la faveur de la production de l'hydromel. Ensuite, il y a la recherche de nouvelles sensations par le consommateur. On est dans un marché qui est relativement saturé. Tous les jours, vous êtes consommateur, je suis consommateur. On aime découvrir des nouveaux vins, des nouvelles bières. Et ce comportement nous amènera directement aussi à vouloir tester d'autres typologies de produits, dont l'hydromel. L'hydromel va être, en termes de diversité, de diversification, et Sylvain l'a très bien expliqué tout à l'heure, va jouer justement en faveur de cet état de fait, c'est-à-dire que le consommateur va pouvoir vraiment se régaler de plein de types différents. Il faudra juste faire attention à ne pas créer plus de confusion qu'il n'y en a. J'espère aujourd'hui déconstruire certains mythes sur l'hydromel. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vraiment il y en a qui ont des questions très urgentes, vous levez la main. Sylvain se fera un plaisir de vous passer le micro. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi une fascination pour le miel. Le miel, vous le savez bien, c'est une substance qui nous a toujours conquis, qu'on a toujours trouvé un petit peu magique. C'est bizarre, hein, mais dans notre tête, c'est comme ça. Le miel, c'est bon, c'est beau, c'est fabriqué d'une manière un petit peu mystérieuse pour celui qui n'est pas dedans. Hein. C'est vrai, on ne sait pas trop. Moi, je suis toujours surpris de recevoir. Alors pourtant, je suis apiculteur, mais pas professionnel, donc j'ai quelques ruches. Je suis toujours surpris de savoir, mais vous le voyez à vos stands, que les gens ont cette attente. Et comment c'est fait le miel? Et comment on fait du miel de ci? Et comment on fait du miel de là? Donc, tous ces miels, demain, je pense que l'apiculture est un secteur qui doit encore aller plus loin aujourd'hui dans la dégustation, dans le tri des miels de cru, des miels variétaux. C'est très bien le miel toute fleur.
C'est un miel qui est excellent. Aujourd'hui, par contre, pour nous, producteurs d'hydromel, et peut-être pour vous, plus futurs producteurs d'hydromel, dites-vous que ce sont des cépages. Ce sont des marqueurs aromatiques très différents. Si on prend un miel de châtaignier ou un miel de tilleul ou un miel de lavande, eh bien on aura un cépage très différent qui va pouvoir nous apporter un développement aromatique, organoleptique, qui sera très important dans l'hydromel qu'on va vouloir proposer. Donc le choix des miels est important. Et aujourd'hui, c'est une expérience que je fais régulièrement à Marcollès. J'ai une cave de dégustation et je revends le miel de certains agriculteurs. Je propose des dégustations. On est toujours surpris de déguster un miel d'arbousier, par exemple, ou un miel de thym, ou un miel, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment la matière première qu'on va utiliser qui va être extrêmement importante pour le développement futur de l'hydromel. J'insiste sur un point, c'est que, je pense que Sylvain me rejoindra totalement, il sera de plus en plus important, peut-être, de se diriger vers des hydromels de terroir. Parce que c'est bien, on peut tout à fait, comme moi je le fais en ce moment, je sélectionne des miels, je les assemble dans différents crus qui me plairont, mais moi-même je suis en train de développer, en partenariat avec un apiculteur, un miel local, et tout comme les vins, on va pouvoir avoir un marquage territorial du miel local. C'est toujours bien quand vous avez des clients, et beaucoup mieux de dire, voilà, le miel, il vient de la forêt ici, juste à côté. Donc on est sur des miels qui viennent d'ici. Donc ça, c'est très important. Diversité des miels de cru, miel de terroir, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en compte pour faire vos hydromels. C'est très intéressant pour le consommateur. Voilà. Ensuite, pourquoi le marché est en train d'aller dans le bon sens? On a une diffusion médiatique de séries comme Viking, comme Game of Thrones, qui portent un petit peu le produit. Alors, je ne rentrerai pas trop dans le sujet parce que je n'aime pas un petit peu cette segmentation du produit à ce secteur. J'aime un peu écarter le produit hydromel de la communauté médiévale, que j'adore pourtant, mais qui pourtant demain, aujourd'hui, voilà, le consommateur qui n'est pas intéressé par la communauté médiévale et qui pense que c'est un produit médiéval n'y viendra pas. Donc ce sont des clients en moins, ce sont des sensations dont ils se priveront malheureusement, alors que ce sont des produits qui pourront peut-être apprécier. Donc détacher, ça c'est un fait, c'est bien, mais on ne peut nier qu'aujourd'hui, ces séries ont quand même grandement contribué à faire parler de l'hydromel. Faire parler de l'hydromel, retenez-le bien, c'est très 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 important pour que le produit continue de se développer. Actuellement, il y a aussi des structures. Et oui, c'est une filière qui est très jeune, qui commence à se structurer. Je parle de l'AMA et de l'EMA. Ce ne sont pas le prénom de mes filles. AMA veut dire American Mead Maker Association, c'est-à-dire American, les Américains. Mead Maker, ce sont les producteurs d'hydromel. Donc c'est une association qui a été créée dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas forcément très important. Et vous avez l'équivalent qui est beaucoup plus jeune et qui est un peu né de cette rencontre. On a fait à Marcollès avec Sylvain, avec Alexander Eckert, qui est suisse, avec Vitali, qui est ukrainien, et qui aujourd'hui sont en train, c'est un noyau qui est en train de travailler sur la création d'une structure européenne. Donc j'espère aussi qu'on pourra faire ça à notre échelle sur le territoire français. Ce sera un premier pas. En tout cas, on essaie d'y travailler pour le moment. Ces structures seront importantes pour porter la filière et pour pouvoir partager, diffuser les informations. Et ensuite, il y a le développement rapide de nombreuses hydromelleries à travers le monde. Alors c'est peut-être quelque chose qui va vous étonner. Vous allez dire, bon, finalement, moi j'en connais pas beaucoup des producteurs d'hydromel. Mais en dehors de nos frontières, ils se développent, alors par rapport aux États-Unis, on a peut-être 20 ou 30 ans de retard, mais on finira bien par le rattraper. Il se développe un engouement certain de la part d'amateurs ou de professionnels, et quand je parle de professionnels, donc il y a soit les apiculteurs, mais aussi des brasseurs, beaucoup de brasseurs dont le métier c'est la bière, se diversifient et veulent faire de l'hydromel. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir la vigne qui s'intéresse aussi un petit peu, ça sera le sujet donc de Marie-Charlotte Colozeau qui vous en parlera avec passion tout à l'heure, qui s'intéressent et qui sont aujourd'hui capables de mettre à contribution toutes les connaissances acquises dans le domaine de la vigne et de pouvoir peut-être demain porter ces connaissances au service de l'hydromel. Donc ce sont tous des arguments en faveur d'un développement rapide de l'hydromel.
Pour vous donner quelques chiffres, en France, on compte, je dirais, moins d'une cinquantaine, je dirais que c'est un peu plus bas que ça, hein, on n'est pas tout à fait 50, d'hydroméliers professionnels. Toutes ne se sont pas... Voilà, c'est très difficile d'avoir des chiffres, des données chiffrées, et c'est par la création de structures qu'on pourra avoir plus d'informations. C'est le niveau des États-Unis dans les années 90. Donc quand ils ont créé leur association, l'AMA, ils étaient à peu près une cinquantaine. C'était très peu. Ensuite, donc, on peut les classer, on peut faire une petite classification hein, qui est totalement subjective. Donc on va retrouver alors je dis industriels en termes de volume surtout. Donc je parle de volume, donc notamment beaucoup sont implantés ici en Bretagne, parce que la Bretagne effectivement est un bastion un peu historique de l'hydromel sur le territoire français. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais peut-être me fâcher avec certains d'entre vous, l'hydromel, le chouchen n'est pas breton. Ce serait aussi vrai de dire que le vin vient de Bordeaux, est né à Bordeaux. C'est pas tout à fait ça. La Bretagne a quand même le mérite d'avoir eu un monsieur. Donc je rebondis un petit peu sur la discussion de tout à l'heure, parce que certains d'entre vous n'étaient pas là. Quelle est la différence entre l'hydromel et le chouchen? Je vais la résumer avant qu'on me pose la question. C'est tout simplement une dénomination qui est née d'un producteur dans la fin des années 1800-1890 par là. Il s'appelait Alexandre Lemoyle, qui a créé sa marque et qui l'a appelé Souchen. Souchen, il souhaitait faire référence au miel, aux abeilles qu'on pouvait trouver dans les souches. Visiblement, il allait les récolter son miel un petit peu pour se diversifier de ses concurrents. Suite à ça, Souchen, donc c'était pas Chouchen, c'était Souchen, donc Souchen. Suite à ça, il revend, 20 à 30 ans plus tard, enfin dans le premier quart du XXe siècle, il revend sa marque à un monsieur qui s'appelle Monsieur Postic, et qui deviendra plus tard le maire de Rosportin, dans les années 30, il me semble. Ce Monsieur Postic décide de un peu bretoniser le nom, la marque Souchen en Chouchen. Donc Chouchen, donc j'ai appris qu'en breton, on ne disait pas une souche d'arbre, on disait une chouche. Donc naturellement, il a traduit ça en Chouchen. C'est resté pendant des années, il en a vendu, c'était un excellent commerçant, Monsieur Postic. Il en a vendu tellement dans tous les endroits de distribution, les bars, etc. de la Bretagne, que c'est devenu, pour le breton, un produit populaire auquel on s'est attaché fortement, et pour lequel la diffusion à laquelle il a contribué a ancré le mot chouchen dans la culture bretonne. Voilà, c'est un petit peu l'histoire. Alors sachant qu'on peut l'écrire effectivement avec deux N, chouchen avec un seul N, chouchen avec deux N. Voilà, donc ensuite il y a les hydromeliers artisans qui sont un petit peu isolés, comme moi, donc je vous ai parlé de cet isolement, mais on trouve des solutions. Et après il y a les apiculteurs, voilà, producteurs. Alors c'est souvent vous les plus difficiles à trouver, parce que forcément vous faites peut-être pas beaucoup de volume. Votre métier, c'est la récolte du miel, et forcément, vous êtes amené à accentuer votre secteur d'activité sur la récolte et sur la vente de miel. Mais j'espère que demain, vous pourrez aussi sublimer vos miels dans ce produit. Je vous invite à aller sur le site France-Hydromel, où vous trouverez un recensement des hydromelleries en France. Et s'il y en a parmi vous qui ne sont pas dans cette carte et qui voudraient y apparaître, n'hésitez pas à aller sur la page fabrication de l'hydromel, la page Facebook, dont l'un des administrateurs est Hector Mercadier, qui est ici, que je remercie parce qu'il fait un travail fantastique en termes de réseau, avec plein de gens impliqués aussi autour de lui. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça permet aussi, hein, c'est une page qui est publique, hein, ça permet de voir un petit peu sur tout le territoire qu'il y a plusieurs hydromelleries. Et donc effectivement, on en voit pas mal en Bretagne, ce qui est tout à fait normal au vu de l'histoire et de la culture, mais vous voyez bien qu'il y a une grande répartition ailleurs qui est en train de se faire. L'hydromel est un produit voilà, à portée nationale et internationale. Aux États-Unis, pour vous donner un petit ordre d'idée, comme je vous le disais, une cinquantaine dans les années 90, une centaine au début des années 2000, un démarrage plutôt timide. Pourtant, suite à ces associations, à la création de ces structures, de concours internationaux aussi, et de diffusion, ça a fait naître des vocations, et j'espère qu'aujourd'hui ça fera aussi, ces chiffres feront naître des vocations chez nous, apiculteurs français. Ensuite, 150 dans les années 2000, mais le plus important, c'est là, vous voyez, entre les années 2010 et 2020, il s'est créé quand même 450 hydromelleries supplémentaires sur le territoire des États-Unis.
C'est énorme, ça se vend. Le volume est en train de se faire, il communique. C'est un produit qui est très apprécié là-bas. Mais il n'y a pas que aux États-Unis. Ils ont une prévision de 200 hydromelleries de plus. Alors ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau magique. Vous les retrouverez dans des magazines économiques qui parlent notamment de vin. Il y a un wine mag, winemag.com, sur lequel vous avez des interviews de certains patrons d'hydromellerie. C'est très intéressant. Bon, l'article est en anglais. Ces prévisions viennent aussi d'une analyse de magazines économiques qu'on verra plus tard. Donc l'un s'appelle Fortune Business Insight, donc qui a tracé un petit peu les chiffres et qui a extrapolé en fonction d'entreprises témoins, d'échantillons, on va dire, qui a extrapolé certains chiffres qu'on va voir. Donc ça, c'est une certitude, c'est que la croissance est réellement exponentielle. En France, on a un engouement aussi qui commence à en prendre le chemin. En Europe, alors les chiffres sont très évasifs, hein, ce que j'ai pu en retenir, mais je pense qu'il y en a un petit peu plus. En tout cas, 150 hydromelleries sont recensées de manière officielle en 2022. On va les trouver principalement dans l'Est, parce que oui, l'Est est un berceau culturel de l'hydromel. On en consomme énormément en Pologne, donc on appelle ça le miod. Voilà, Sylvain, vous en avez parlé ce matin, dans l'après-midi. Donc dans l'Est, on retrouve énormément de producteurs d'hydromel, c'est dans la culture. Mais il y a une raison à ça. Et oui, mais dans l'Est, ils n'ont pas forcément beaucoup de vignes. Bon, ils ont de l'orge, ils ont fait de la bière, effectivement. Mais avec la production de miel, eh bien, ils ont voulu faire un produit avec ce qu'ils avaient, avec du miel. Et l'hydromel est devenu très culturel.